Une production, Les Podcasteurs. Bienvenue, vous écoutez Coquelicot, le podcast qui replace le clitoris au centre de notre vitalité et qui remue en profondeur notre rapport au plaisir féminin. Un rendez-vous de reconnexion à la puissance de cet organe, trop longtemps ignoré. Un appel à notre boussole de sensibilité et de force. Les Coquelicots chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquelicot lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquelicot, tu ressens quoi, toi ? Pour ce nouveau numéro, je suis super en joie de recevoir Alain Héril. Alain, tu es sexothérapeute, psychanalyste, auteur et formateur. Tu as notamment créé l'école Indigo. Tu supervises des thérapeutes, des sexothérapeutes. Tu veilles en quelque sorte sur nos coquelicots chéris depuis déjà un peu plus d'1 an et demi, puisqu'une des nôtres, Babette, notre Babette chérie des méditations du coquelicot slow, s'est formée auprès de toi. Va continuer d'ailleurs avec une formation en Gestalt. Tu sors, on a eu envie aussi de te recevoir en particulier en ce moment après une année un peu terrible où on doit tous être contraints d'être sous la couette. Tu vas sortir fin mai, début juin, un nouveau livre sur la sexualité sacrée. Tout à fait, oui. Qui s'appellera « On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait ». Je suis assez fier de ce titre, je dois le dire, et assez content que l'éditeur ait accepté ce titre, ce qui n'était pas évident au départ. On adore, on en a besoin. Et puis en octobre également, un jeu, un oracle sur la sexualité sacrée. Oui, ça va être mon année sexualité sacrée et c'est important que je dise aussi que cet oracle, je suis en train de le réaliser avec Karine Zibo, qui est une illustratrice, photographe, artiste, dont j'aime énormément le travail. Alors Alain, pour démarrer, pourquoi tu es là et pourquoi tu as envie d'être là ? Je suis là, je dirais que ma présence, elle a pris toute sa densité, déjà à l'écoute de la méditation de Babette, déjà, je me suis dit, je suis là aussi pour ça, pour entendre ça et puis pour le vivre. Et puis, je suis là aussi parce que dans mon parcours et surtout mon parcours de formateur, d'auteur, tout ce qui concerne la sexualité féminine, la puissance du féminin, est quelque chose qui m'a toujours, non pas intéressé, mais bouleversé. Donc je suis là en tant qu'homme bouleversé par ce que vous défendez dans ce podcast. Donc c'est mon bouleversement qui m'amène ici. Depuis 1 an, qu'est-ce que tu trouves de plus marquant dans les relations entre les femmes et les hommes ? Alors, ce que je trouve de plus marquant, c'est, je dirais que ce sont les interrogations qui sont en train de naître. Parce que, évidemment, ce que nous vivons entraîne des remises en question, entraîne une autre manière d'essayer de voir les choses et d'essayer de voir les liens hommes-femmes. Et moi, ce que j'entends autour de moi, et puis ce que j'entends aussi à travers les thérapeutes que j'ai en tant que superviseur, c'est qu'il y a des interrogations nouvelles qui sont en train de se mettre en place et qui décloisonnent un peu les choses et qui ouvrent de plus en plus sur un lien homme-femme, je dirais plus fluide et plus doux. Moi, j'étais très sensible au fait que vous parlez ici de poésie dans la sexualité. C'est quelque chose que je défends depuis toujours. Et j'ai l'impression, alors ça passe à travers mes filtres, que c'est en train d'émerger, que la situation actuelle, aussi difficile, aussi contraignante soit-elle, nous oblige pour certains et pour certaines à mettre de la poésie dans nos vies, à mettre de la symbolique, de la métaphore, quelque chose qui nous élève un petit peu et qui ne nous laisse pas un petit peu dans
voilà, dans la boue, dans le limon, mais voilà, ça nous oblige à l'élévation. Tu as écrit sur l'amour, la Mmh. joie, le désir, les femmes, les hommes, l'orgasme thérapeutique. C'est quoi le fil d'Ariane? Le fil d'Ariane, je le dis pas parce que je suis ici, c'est le féminin. C'est-à-dire que ma vie a été, orientée par les femmes. C'est-à-dire que j'ai compris à l'âge de 19-20 ans que ça servait à rien de chercher et que le plus intéressant, c'était de se laisser trouver. Et je me suis laissé trouver par le féminin à l'intérieur de moi et puis le féminin aussi extérieur. Et donc le fil d'Ariane, très sincèrement, c'est le féminin, ce sont les femmes, ce sont mes rencontres et puis comment aussi tout ça a façonné l'homme que j'essaye d'être. Voilà, donc le lien, c'est ça et puis le lien, c'est la créativité aussi parce que moi, au départ, je viens de la philo, de la psycho, mais j'ai aussi été comédien, metteur en scène de théâtre pendant 15 ans et tout ce qui est de l'ordre du créatif, et d'une vision créative et poétique de la vie, voilà, c'est vraiment ce qui m'anime et le lien, c'est ça, c'est à cet endroit-là et puis aussi, il y a la rencontre, évidemment. Mmh. Tu as créé l'école de formation Indigo. Tu es Mmh. aussi un écrivain prolixe et tu donnes de ta voix, de ta magnifique voix. D'où te vient cette soif de transmettre? D'où me vient cette soif de transmettre? Ben, je crois qu'en fait, elle vient de la dimension du partage. C'est-à-dire que moi, j'ai un mantra, hein, que je cite très régulièrement dans mes cours. C'est une phrase de Gilles Deleuze, qui est un philosophe que j'aime beaucoup et qui dit: «On n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on cherche». Et je crois que ma soif de transmettre, elle vient du fait que j'ai besoin de chercher et que j'ai besoin continuellement d'être à un endroit où je ne suis pas sûr des choses, et je cherche avec les autres, et très sincèrement, quand je donne un cours, je le dis aux personnes que j'ai en face de moi, ben, oui, je viens apporter un savoir, mais en même temps, c'est juste un savoir-faire, mais le savoir-être, on va le construire ensemble. Donc là encore, on retrouve la question de la rencontre et pour moi, la transmission n'a de sens que si elle est partagée, que si on est dans cette recherche-là, les uns avec les autres et c'est ça, vraiment, c'est ça qui m'anime profondément et plus j'avance en âge et plus je donne des cours et plus vraiment c'est le centre du travail que je fais. La rencontre, l'échange et puis la co-création, dans la transmission. Dans ce temps où nos sociétés cherchent comment rester durables, où tout notre système de santé et d'accès aux soins est remis en cause, nous avons plus que jamais besoin de prendre le virage des approches intégratives Mmh, pour lesquelles tu œuvres beaucoup. complètement. Mmh. Est-ce que tu peux partager ton expérience pluridisciplinaire et ce qu'elle apporte de plus selon toi? Bah, je dirais que bon, moi, je suis un fervent partisan de la psychothérapie intégrative, mais de la dimension intégrative dans le sens large du terme. Ce que ça apporte, c'est que ça nous permet aussi de sortir des binarités. Parce que moi, c'est ce que j'ai rencontré dans mes formations. J'ai une formation psychanalytique un peu basique, voilà, freudien et tout ça. Et c'est terrible parce que les freudiens ne parlent pas aux jungiens, qui ne parlent pas aux lacaniens, voilà, c'est-à-dire que j'ai rencontré des oppositions continuelles, des guerres de chapelle, qui je trouve sont complètement stériles. Et très rapidement, j'ai essayé de trouver une autre voie, une autre manière de considérer les choses. Donc d'où la dimension intégrative. C'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a un certain nombre de personnes qui ont pensé la psychothérapie intégrative. Donc l'intégratif pour moi, est très important parce que ça va au-delà de la binarité. Je pense que c'est l'un des axes les plus importants. C'est-à-dire qu'il y a toujours la recherche d'une troisième voie. C'est-à-dire que, oui, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a le beau, il y a le laid, mais il y a autre chose qui dépasse ça et qui transcende ça. Donc, d'où l'idée aussi très alchimique d'une transmutation. C'est-à-dire quelque chose qui va au-delà des contraires et qui nous permet de nous rencontrer à un endroit où il y a du commun et du différent en même temps. La dimension intégrative en psychothérapie, c'est justement chercher non pas ce qui oppose, mais ce qui rassemble, et non pas ce qui va être en difficulté de rencontre, mais plutôt en complémentarité. Ça ne veut pas dire que tout ressemble à tout, hein, c'est pas ça, mais ça laisse entendre qu'il y a un endroit où nous pouvons nous rencontrer, où il y a du commun, et en même temps, ce commun se construit aussi avec nos différences. Voilà, j'espère être clair, hein, Très, voilà, très. mais c'est vraiment ça qui est en jeu, qui est en jeu pour moi, et qui fait que dans le centre de formation, donc Indigo Formation, que je
co-dirige là actuellement, c'est ce qu'on essaye de défendre, de retrouver, l'humain au-delà des oppositions d'école, voilà, qui sont vraiment, très, très, très pénibles à vivre, évidemment. Tu nous as parlé de la réalisation, du théâtre, Mmh. quelles pratiques tu aimes entremêler? Alors j'aime tout entremêler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur un terrain créatif, que ce soit dans le champ de la psychothérapie, dans le champ artistique ou autre, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est la rencontre et c'est la surprise. Donc quelles pratiques j'aime entremêler? Je dirais toutes les pratiques sont entremêlables. Je ne sais pas si le terme existe, mais à partir du moment où on entremêle, à partir du moment où on échange, à partir du moment où il y a cette alchimie qui se met en place, il en sort toujours quelque chose de surprenant, d'étonnant, et je pense que c'est aussi un peu le sens de la vie. Enfin, en tout cas, c'est le sens de la mienne, d'essayer d'aller à des endroits où, il y a de la surprise, il y a de l'inattendu, il y a du mystère, et de voir dans cet entremêlement-là, qu'est-ce qui naît, et puis comment on avance, quoi. Mais je crois que c'est le sens même de la poésie, effectivement, d'entremêler ce qui n'est pas entremêlable et qui néanmoins, trouve du sens au fur et à mesure que les choses, elles avancent et qu'elles se rencontrent, et j'utilise de nouveau le mot rencontre parce que pour moi c'est vraiment un maître mot. Mmh. Et maintenant, partons en balade tantra ou en Oui. balade tantrique. Mmh. Tu veux bien? Ah, avec plaisir. Mmh. En quoi le tantra propose-t-il un chemin vers une sexualité plus spirituelle? Mmh. En quoi et pourquoi? Mmh. Alors c'est un vaste sujet, hein. C'est un vaste sujet parce que, en fait, le tantra, c'est là encore, je vais revenir à l'alchimie. Le tantra, c'est la transmutation de l'énergie sexuelle en une énergie spirituelle. Et donc, moi, c'est ce que j'ai découvert il y a maintenant 35 ans où j'ai découvert le tantra. C'est que l'énergie sexuelle est une énergie fondamentalement vitale, pulsionnelle, mais pulsionnelle dans le sens créatif du terme, et que le tantra propose de canaliser cette énergie dans une rencontre avec l'autre sur un terrain spirituel, mais qui se base aussi sur la dimension sexuelle. Donc on n'est pas essentiellement dans quelque chose d'éthéré qui est juste une mécanique de l'esprit, mais le corps est très présent. Et en fait, ce que je vais utiliser, c'est l'image de l'arbre, qui est une image assez traditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail sur les racines dans le tantra. On prend racine par le corps, et cette prise de racine permet effectivement l'élévation dans les branches, dans les fruits, dans les feuilles. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension très, très, très verticale de l'être humain, mais qui se base fondamentalement sur la dimension sexuelle. Donc c'est un mélange de tantra. D'ailleurs, l'une des étymologies du mot tantra, c'est maillage. Donc il y a vraiment quelque chose qui se réunit, qui s'entremêle, là encore, et donc là, à un moment donné, il y a plus de différence entre le sacré et le sexuel. C'est-à-dire que le sexuel est obligatoirement sacré, le sacré est obligatoirement sexuel. Mais en même temps, c'est une sortie de la génitalité, c'est une sortie du frottement de muqueuses, voilà, de la rencontre accumulative qu'on peut avoir dans la sexualité. C'est vraiment un remplacement du quantitatif par le qualitatif. Le tantra, c'est vraiment ça que ça propose, et l'esprit tantra, si je puis dire, connote beaucoup les cours que je donne, même quand je parle de choses, voilà, de problématiques sexuelles, difficultés d'érection, difficultés d'accès à l'orgasme ou autres, à mes élèves. L'esprit du tantra est très présent, c'est-à-dire toujours revenir à ce souffle de vie que représente la sexualité. Dans le corps, parce que c'est vraiment l'idée, c'est qu'on revient continuellement au corps dans le tantra. C'est très difficile de parler du tantra parce que c'est antinomique de parler du tantra. Le tantra, ça se vit, ça s'expérimente, et en fait, dans le tantra, d'un point de vue spirituel, il y a, et ça c'est très important de le dire, il n'y a pas de but.
Le tantra, c'est pas arriver à quelque chose, c'est pas arriver à une meilleure sexualité. Le tantra, c'est vraiment de l'expérience qui se fait dans l'ici et maintenant. C'est juste faire confiance au corps et faire confiance à cette énergie qui circule à l'intérieur de nous, qu'on peut appeler la libido, qu'on peut appeler force de vie, peu importe le terme qu'on lui donne, prana ou autre. Mais c'est faire confiance à ça. C'est fondamentalement faire confiance à ce que nous sommes. Et il y a aussi, ça c'est important pour moi, dans le tantra, un retour à la source. C'est-à-dire que dans le tantra, on retrouve quelque chose, dont on s'est peut-être un peu éloigné ou autre, mais on retrouve une base de l'humain qui est finalement très simple. C'est juste le plaisir et le bonheur d'être avec soi-même et de partager ce que l'on est avec l'autre. Et ça passe par quelque chose qu'on va appeler sexuel, mais qui finalement est plutôt sensoriel, sensuel, voilà. En sachant que dans le tantra, on n'est pas dans la recherche de la jouissance, de l'orgasme ou autre, c'est pas ça qui est en jeu. Hein, on est dans la recherche de l'expansion, c'est tout à fait différent. Et est-ce que le tantra, est aussi une sorte d'école, d'apprentissage de tout ce qui est consentement? Oh oui, oh que oui. J'aimerais bien que Ouais, tu me ouais. parles aussi de Oui, cette oui, oui, oui. dimension-là. Oui, oui. Oh que oui, parce que là, pour revenir à des choses très, très, très concrètes, dans les stages de tantra que j'anime, j'en anime depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Beaucoup de femmes viennent dans ces stages en étant blessées, en ayant vécu des traumas, des abus ou autres. Et puis, elles viennent se rencontrer elles-mêmes entre femmes, et puis elles viennent rencontrer aussi des hommes dans ces stages-là. Mais ce n'est pas parce que, il y a l'étiquette tantra, donc qui pourrait laisser entendre pour certains que voilà, c'est facile, que là, on vit son corps, tranquillement, qu'on peut se mettre nu, qu'on peut danser, que tout va bien et tout ça. À un moment donné, c'est très important de revenir à un oui qui soit un vrai oui et un non qui soit un vrai non. C'est-à-dire vraiment posé et sans explication. C'est-à-dire que quand, par exemple, il y a beaucoup de massages dans le tantra et quand, un homme propose à une femme, un massage, si une femme lui dit non, il y a pas besoin de donner d'explication, il y a pas à se justifier. Un non est un non et un oui est un oui. Et donc, et dans les stages que donc je les anime, là actuellement avec, Dominique Bouilly et Nathalie Grandhomme, qui sont vraiment, 2 personnes que j'aime beaucoup et avec qui on travaille ensemble. On a, dès le premier jour, on a tout un moment autour de la question du consentement. Voilà, pour que ça soit bien clair pour tout le monde et de manière à ce que, il y ait pas de malentendu ou où il y ait pas de situation où on accepte de faire quelque chose pour faire plaisir à l'autre, voilà, et il y a vraiment un retour à soi et un retour parce qu'on parle beaucoup du consentement, mais il y a aussi un autoconsentement. Il y a aussi un consentement intérieur. Comment je consens à l'intérieur de moi d'être en accord avec mon oui, avec mon non, mais aussi avec mon peut-être, avec mon je ne sais pas, avec, mon, on va attendre. Voilà, toutes ces dimensions-là font partie du consentement. Mais le consentement, c'est ni plus ni moins, qu'une acceptation effectivement de son désir là où il est à un moment donné. Heu et en général, les hommes qui viennent dans nos stages, sont assez surpris qu'on mette le consentement, qu'on donne autant d'importance au consentement. Mais pour nous, c'est vraiment important. Pendant, les stages ou parmi, tes patients, qu'est-ce qui t'a le plus touché? Alors ce qui m'a le plus touché, c'est il y a 2 choses qui m'ont beaucoup touché. C'est l'acceptation de la vulnérabilité chez les hommes. C'est-à-dire ce moment dans la thérapie ou dans les stages, ou même dans les formations où il y a des hommes qui tout d'un coup face à la dimension sexuelle, à la recherche autour de la sexualité, à un moment donné rencontrent une vulnérabilité, c'est rencontrent un endroit où ils ne savent pas. Parce que pour moi la vulnérabilité, c'est l'acceptation d'un non-savoir sur soi. C'est-à-dire que tout d'un coup, je ne sais pas, mais quelque chose en moi sait et en général, c'est le corps qui sait et donc ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup quand les hommes rentrent dans cette vulnérabilité-là parce que bon, il y a une écorce qui vole en éclats, voilà et puis toutes les idées qu'on nous assène depuis quand même pas mal de temps sur, voilà, la force décisionnelle masculine, sur la force du logos chez les hommes et tout ça, tout d'un coup, ça lâche. Il y a quelque chose qui lâche. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, mais parce que ça m'a touché quand je l'ai vécu moi, aussi, bien entendu. Et puis, il y a autre chose qui me touche beaucoup, c'est la puissance féminine. Et c'est à certains moments,
dans les consultations que j'ai pu avoir, parce que j'ai consulté pendant 30 ans. Là, j'ai repris un peu quelques consultations, mais et dans les cours et puis dans les stages aussi, c'est à un moment donné quand j'ai en face de moi des femmes qui, à travers, c'est pas moi qui crée ça, c'est bien sûr c'est l'environnement, on est dans le même creuset et à travers ça, tout d'un coup, qu'il y a une puissance qui s'exprime et surtout une puissance qui ne fait pas peur. Parce que ça, j'ai rencontré chez beaucoup de mes patientes, des patientes qui venaient me voir en me disant: «Je viens vous voir parce que j'ai difficulté d'accès à l'orgasme». C'est l'une des raisons principales pour lesquelles on consulte en sexothérapie et en fin de compte, souvent, ce sont des femmes qui ont, une difficulté, d'acceptation de leur puissance, qui ont peur de cette puissance, soit parce que, c'est déloyal par rapport à leur lignée, soit parce que c'est déloyal par rapport à l'éducation qu'elles ont reçue, soit parce qu'on ne veut pas faire mal à l'homme, on a l'impression qu'on va, trop le secouer, trop le chambouler, tout ça et quand cette puissance, elle émerge, je trouve ça absolument, j'allais dire passionnant. C'est pas le bon terme, mais je trouve ça, très, très très dérangeant pour moi en tant qu'homme, mais dérangeant dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que j'ai commencé tout à l'heure en parlant de chamboulement, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose, moi, qui me remue beaucoup et et je trouve extrêmement intéressant en tant qu'homme d'être remué par la puissance du féminin. Voilà, parce que c'est comme ça que ça nous permet en tant qu'homme aussi d'aller connecter la puissance du féminin en nous. Bien sûr, parce qu'on la voit en face et que finalement il y a une appartenance qui se crée. Donc ça, ce sont 2 choses vraiment qui me bouleversent beaucoup, à tous les étages, dans les stages, dans la vie de tous les jours, dans les formations, voilà, c'est cette émergence-là. Mmh. Alors, comment tu vis ton contre-transfert? Ou à quoi il a pu t'exposer peut-être? Alors, Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus? alors il y a eu de Cette question m'est venue la nuit. ah bah, c'est bien donc c'est que Je me suis dit: «Je peux pas recevoir Alain Héril mmh sans lui poser cette question-là». Ouais. Alors moi j'ai eu plusieurs formes de contre-transfert. Donc le contre-transfert, je l'ai vécu dans mes consultations évidemment, donc de manière un peu classique et puis je le vis aussi moi en tant que formateur. Parce qu'il y a aussi du transfert et du contre-transfert et dans mes consultations et notamment dans les 5 premières années où j'ai consulté, j'ai galéré comme un malade avec, mon contre-transfert désirant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai ressenti du désir pour des patients, pour des patientes, voilà et je savais pas quoi faire avec ça. Heureusement que j'avais un bon superviseur, qui m'a canalisé et qui lui m'a aidé à comprendre que c'était pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de négatif que de désirer un patient, une patiente. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait du désir? Et donc évidemment, sans passage à l'acte, ça va sans dire. Et donc, et ça m'a appris à utiliser cette dimension du désir à quelque chose de positif et à permettre, que la rencontre, elle se fasse avec l'autre à plusieurs étages, conscient et inconscient. Donc ça, j'ai été beaucoup dans ce contre-transfert désirant pendant un moment donné, très gêné aux entournures, mais j'ai réussi grâce à mon superviseur de l'époque, que j'ai plaisir à citer, c'était Michel de Musan, qui est quelqu'un qui nous a quittés il y a quelques années. Et puis, le contre-transfert, je le vis aussi dans mes formations. Mais là, je suis passé d'un contre-transfert, de désir à un contre-transfert d'amour. Même si dans l'amour, il y a toujours un peu de désir qui traîne aussi, si je puis dire. Mais c'est ça me permet aussi moi, dans ce mouvement-là, de nettoyer des choses à l'intérieur de moi par rapport à ma propre histoire, et donc parce que j'ai une histoire qui est beaucoup basée sur l'absence, sur le vide, sur, l'abandon, bah, enfin comme beaucoup de personnes d'ailleurs et ça vient me chercher à ces endroits-là et en même temps dans le mouvement, parce que tout ça est un mouvement, ben, il y a quelque chose qui crée de la complétude, du remplissage, voilà, dans la rencontre avec l'autre. Voilà, mais ce qui est génial dans le contre-transfert, c'est que c'est vraiment c'est du mouvement. C'est pas quelque chose de figé et moi ce que j'ai accepté, c'est de me laisser faire par mes mouvements contre-transférentiels, voilà, parce que ça raconte de moi, mais ça raconte de l'autre et ça raconte de la rencontre, aussi bien entendu et mon grand apprentissage du contre-transfert, c'est d'accepter que le désir soit une force relationnelle, et que l'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de cette force-là
et comment on la met au service de l'autre, dans un cadre qui soit évidemment constructif, et co-créateur également. Et ça a remué quoi dans ton rapport au plaisir? Ah, qu'est-ce que Cette ça force, ouais, contre-transférentielle oui. ou c'est ce mouvement? Ouais, ce que ça a amené, c'est que ça a affiné mon rapport, ça a affiné mon rapport au désir, au plaisir. C'est-à-dire que ça m'a permis un peu, c'est un tu sais, c'est un peu comme quand on polit une pierre. Tu vois? C'est-à-dire que vraiment quand on travaille pour arriver à quelque chose de plus central, voilà, c'est-à-dire que bon, je pense qu'on a tous un diamant à l'intérieur de soi, quelque chose de vraiment d'une préciosité extrême, et quand on se rencontre à ces endroits-là, c'est absolument génial et ça m'a amené à ça, à dégrossir un peu le terrain, quoi. Voilà, c'est-à-dire parce que, heu, mmh, personnellement, comme beaucoup d'hommes, on reçoit un héritage qui fait de nous un peu des pâteaux, quoi. Voilà, c'est vraiment, avec les grosses bottes et tout ça, un truc très, très cow-boy, quoi. Et le contre-transfert, tous ces mouvements-là, le travail c'est peut-être pour ça que je fais ce métier, que je suis à l'endroit de la transmission, pour revenir à une de tes questions précédentes. Mais, c'est pour effectivement me dégrossir et m'amener à saisir quelque chose de plus subtil à l'intérieur de moi et de le partager avec les autres et que les autres le partagent avec moi. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mmh. Et là, en face de moi, tu te sens plutôt homme ou plutôt femme? Je me sens, ça navigue, ça bouge, tu vois? C'est-à-dire que plus on parle, plus on avance et plus il y a quelque chose d'un peu plus yin qui émerge à l'intérieur de moi. Tu vois? Mais l'homme est présent, aussi, bien entendu. Et moi, j'adore cet espace un peu entre 2. Tu vois? Et là aussi, c'est quelque chose que j'ai appris. J'ai appris à pas lutter contre ça, à vraiment me laisser faire par, ce qui est de l'ordre du masculin, du féminin, quand ça se mélange, quand ça s'interpénètre, voilà, moi je trouve qu'il y a beaucoup de joie à être à ce moment-là. Voilà. Là, actuellement, je ressens beaucoup de joie. Ouais, il y a beaucoup de joie, ni masculine ni féminine, beaucoup de joie humaine à être là en face de toi. Mmh. Partagé, partagé. En quoi parler du clitoris peut-il changer le regard que l'on porte sur les femmes qui assument leur plaisir et sortir du modèle classique de la femme féconde, la mère ou la salope? Mmh. Voilà, qu'est-ce que tu as Oui. envie de nous dire là-dessus? Ah bah, ce que j'ai envie de dire est assez simple, c'est que c'est qu'en fait, le seul organe humain qui n'est dédié qu'au plaisir, c'est le clitoris. Et pour moi, énoncer ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce que ça laisse entendre que la question du plaisir, que la notion du plaisir, elle est fondamentalement féminine. Et elle est fondamentalement inscrite dans le corps des femmes. Et derrière ça, il y a de la puissance, il y a de la force, il y a de la vie, il y a de la joie. Et pour moi, la symbolique du clitoris, c'est une symbolique fondamentalement joyeuse. Et donc, ce qui me paraît important par rapport à ça, c'est d'affirmer cette joie, et de l'affirmer, de façon active. Alors quand je dis de façon active, ça permet de sortir aussi du regard sur les femmes qui ne sont là que pour enfanter, Mmh. que pour materner de manière générale, également. Parce que il y a pas simplement que le fait d'enfanter, il y a le fait de materner les hommes, il y a le fait aussi d'être la gardienne de l'endroit où il y a le repos du guerrier. C'est aussi ça, c'est-à-dire que, c'est aussi ça qui est même encore maintenant dans l'inconscient collectif, qui est demandé à beaucoup de femmes. Donc soit elle répond à ça, ou soit, bah, effectivement, elle est dans le sexuel, c'est la salope, voilà, bon, on vous a quand même brûlé jusqu'à la fin du XVIIe siècle à cause d'un clitoris trop important. Parce qu'à l'Inquisition, la taille du clitoris, décrétait si on était sorcière ou pas. On appelait ça le dard démoniaque.
Il y avait l'idée qu'un clitoris trop grand chez une femme pouvait, au moment de la pénétration, venir s'implanter dans le gland de l'homme et lui inoculer le venin du diable. Je n'invente rien, c'est dans les textes de l'Inquisition. Donc c'est de voir comment Un clitoris pénétrant. un clitoris pénétrant, Qui oui, mettrait quelque chose en plus exactement, dans ouais, le sexe de oui, l'homme. mais qui mettrait du diable. Qui mettrait du Qui diable, mettrait bien du sûr. diable, Bien bien sûr. sûr, Oh là là. évidemment. Oh. Et donc, moi, je trouve que affirmer la place du clitoris, sa place symbolique, sa place réelle, c'est sortir de tout ça et tout d'un coup mettre la femme au centre de la sexualité. Mais c'est pas dans un sens d'adoration ou de vénération, c'est pas ça. C'est juste dans une dimension qui est une dimension d'équité dans le rapport à l'homme et dans le rapport à l'humain de façon générale. Mais c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que d'un point de vue scientifique, la véritable anatomie du clitoris, c'est en 1998 qu'Hélène O'Connell l'a instituée de manière certaine. Voilà, donc c'était ce matin. Hein, donc il y a encore beaucoup à gagner sur ce terrain-là. Et voilà. Personnellement, il y a un livre sur la sexualité féminine qui m'a beaucoup marqué, C'est Femmes qui courent avec les loups, de Clarissa Pinkola Estés, où je trouve que c'est ça qu'elle pose. C'est qu'à un moment donné, il y a une puissance, il y a une force, mais il y a aussi une sauvagerie dans la sexualité féminine qui est représentée aussi symboliquement par le clitoris. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Parce que tout d'un coup, c'est faire sortir de la femme de l'endroit de la soumise, de la passive, de celle qui reçoit, qui est le réceptacle, et tout ça. Et c'est une bonne nouvelle pour les hommes aussi, parce que tout d'un coup, ça modifie beaucoup de choses sur notre rapport à la sexualité, sur notre rapport au lien entre les hommes et les femmes, parce que ça nous permet, nous aussi, de lâcher aussi cette espèce d'injonction à la prédation, qui est aussi très présente dans l'inconscient collectif masculin. C'est-à-dire que nous sommes ceux qui doivent prendre, qui doivent posséder, tout ça. Ou Et bander coûte que coûte. voilà, Ouais. exactement, à lâcher ça. Et dernière chose, il y en a beaucoup à dire là-dessus, mais c'est aussi, ça permet de sortir de l'espèce de place prépondérante qu'on donne dans la sexualité à la pénétration. Et où tout d'un coup, voilà, beaucoup de gens pensent qu'un acte sexuel sans pénétration, c'est pas un acte sexuel, alors qu'en fait, pour moi, évidemment que non. Mais ça fait en sorte que ce n'est pas le phallus qui est au centre du débat, qu'il y a autre chose qui se raconte entre les hommes et les femmes. Dans l'hétérosexualité, mais je pense que ça joue aussi dans l'homosexualité aussi, le fait de lâcher cette prépondérance de la pénétration pour mettre en place autre chose. Alors, c'est quoi cette autre chose? Je pense que là, c'est la place à la créativité, au nouveau, à l'inattendu, à la surprise. Je pense que c'est ça qui est en jeu. Comment une meilleure connexion à nos coquelicots améliore notre vitalité? Jouir, se masturber, c'est bon pour la santé? C'est excellent pour la santé. Alors, d'un point de vue purement prosaïque, ça a été prouvé. Actuellement, il y a un chercheur qui est quand même prix Nobel de médecine, qui s'appelle Barry Komisaruk, qui est un Américain et qui, alors, on est là dans la médecine, dans la recherche et tout ça, dans la vérification, mais quand même, il apporte une vérification purement médicale et scientifique qui laisse entendre que oui, l'orgasme, la jouissance, que ce soit masturbatoire, à 2, à 3, à 4, peu importe, que cette jouissance-là, c'est effectivement un élément qui est bon pour notre santé, mais dans un sens holistique. Pour la santé du corps, la santé de l'esprit, la santé émotionnelle, voilà, ça, on le sait. Mais ce qui est très intéressant aussi, à contrario, c'est que là, actuellement, on relit beaucoup Le meilleur des mondes, 1984, voilà, ces livres un peu fondateurs d'un regard sur la mise en place de dictatures. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans 1984, Big Brother et tout ça, chez Big Brother, donc un système dictatorial, il y a très clairement dit « nous abolirons l'orgasme ». Donc ça laisse entendre que l'espace orgasmique, c'est notre espace de liberté. Qu'il y a dans l'orgasme, masculin comme féminin, une liberté qui s'exprime, une liberté sur laquelle les injonctions sociétales normalement n'ont pas la place. Et donc jouir, c'est apprendre à être libre.
C'est pas mal comme formule. Ah ouais, Mmh, on mmh. aime, on aime. Quel chemin parcouru par les philosophes et les psychanalystes pour aller à la rencontre du plaisir féminin? Ah, c'est pas simple, hein. C'est-à-dire que, moi je ne mets pas de côté ma casquette de psychanalyste, hein. Bien sûr, c'est ma formation de base, mais c'est compliqué chez les psychanalystes, à l'heure actuelle. Parce que, en fait, très rapidement, pour moi, ce sont les femmes qui ont inventé la psychanalyse et notamment les premières patientes de Freud. Donc Freud, quand il est arrivé en France, qu'il a rencontré Charcot, qu'il a vu ce que Charcot faisait avec, les grandes hystériques, voilà, il y avait quand même des femmes qui perdaient la vue, qui étaient paralysées, qui avaient des douleurs articulaires incroyables, sans aucune raison organique, donc ce qu'on appelait les hystériques. Freud a été quand même le premier à travailler avec elles et à les écouter. Mais ce qu'on a un peu tendance à oublier, c'est que qu'est-ce qui fait qu'il a écouté les femmes? C'est qu'au début, Freud, il était magnétiseur, il faisait de l'hypnose et il parlait beaucoup. Et à un moment donné, il y a plusieurs de ses patientes qui lui ont dit: «Ça serait bien que vous vous taisiez un petit peu». Donc il a accepté de se taire et à ce moment-là, les femmes ont parlé. Et Freud s'est rendu compte que, ce dont les femmes parlaient, c'était de sexualité, c'était d'abus, c'était d'incompréhension des hommes par rapport à elles, et tout ça. Et Freud a laissé émerger cette parole. La seule chose, c'est que cette parole lui a fait peur à un moment donné. Donc il a fallu qu'il renferme cette parole dans des concepts. Et c'est là où il a inventé le concept de l'orgasme vaginal et l'orgasme clitoridien, avec l'orgasme clitoridien qui est un orgasme petite fille et l'orgasme vaginal qui est le vrai orgasme, voilà, avec la pénétration glorieuse du pénis à l'intérieur du vagin féminin. Voilà, c'est donc une vision très patriarcale, très machiste, sur laquelle Freud est revenu après 1920. Mais il y a encore beaucoup de psychanalystes, à l'heure actuelle, qui restent encore dans les premières théories de Freud et qui sont encore dans la défense d'un orgasme vaginal, qui est l'orgasme mature et d'une vision de la femme qui reste une vision de la femme très, 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 très inscrite dans un rapport patriarcal. Et là, actuellement, les psychanalystes sont très gênés aux entournures par tout ce qui se passe au niveau de la question du genre, par exemple. Les psychanalystes ne savent pas quoi faire avec le transgenre, avec l'intersexuation, avec tous ces éléments-là, parce que ça vient remettre en cause les fondements sur lesquels la psychanalyse s'est constituée. Et il y a beaucoup de psychanalystes, dont je fais partie, et je revendique ça, ouais, qui réclament à ce qu'on modifie les choses, qu'on les regarde différemment. Freud, il est mort en 39. Là, maintenant, on est en 2021, donc ça a beaucoup bougé depuis. Donc il faut que la psychanalyse, elle s'acclimate et qu'elle s'adapte au monde contemporain dans lequel nous sommes. Parce que beaucoup de psychanalystes restent sur une vision de la famille, le père, la mère, l'enfant, mais du coup, ça exclut l'homoparentalité, ça exclut aussi la monoparentalité, tous ces éléments-là. Les familles recomposées. Les familles Enfin, ça recomposées, tout à fait. Et donc là, on est face à des psychanalystes un peu fermés sur ces terrains-là. Et heureusement qu'il y a des personnes qui pensent différemment à la psychanalyse à l'heure actuelle. Mais il y a des psychanalystes qui sont très, très mal à l'aise avec la jouissance féminine, par exemple. Même si la psychanalyse s'est construite à partir de ça. Voilà, donc ils veulent la contenir, voilà, et puis qui ramènent la femme à l'endroit d'une position très soumise et avec voilà, la glorification du phallus. Freud a quand même dit que la libido, c'était du masculin. Et que la femme devait s'adapter à la libido, à cette dimension très yang de la libido, alors qu'en fait, on sait on sait qu'on n'en est plus là maintenant, quoi. Et si Coquelicot était une passerelle entre le féminin masculin? Oui, 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 mais c'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien dans le mot passerelle, c'est qu'il y a elle. Donc c'est un endroit aussi où on peut se passer les ailes et échanger nos ailes les uns et les autres. Maître de la poésie, on est là. Maître de la poésie dans nos rapports sexuels, ça t'évoque quoi et ça ressemble à quoi? Alors ça, c'est mettre de la poésie, c'est mettre de la conscience avant toute chose. C'est-à-dire que dès qu'on met de la poésie dans la sexualité, alors
c'est pas forcément dans l'acte sexuel en lui-même. La poésie, elle est dans la sensualité, elle est dans la sensorialité, elle est dans tout ce qu'il y a avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait que 2 personnes, un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes, à un moment donné, aient envie d'avoir un rapport sexuel ensemble. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a en amont? Comment ça se construit ce désir-là? Comment ça se met en place? Qu'est-ce qui fait qu'on a le désir de se précipiter sur le corps de l'autre et de laisser l'autre se précipiter sur notre corps? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'ouvrir nos territoires, pour que l'autre vienne, y pénétrer, quelle que soit la manière dont il y pénètre, par la caresse, par le baiser, ou autre chose? Et c'est là que la poésie, elle se construit. Elle se construit en amont de l'acte sexuel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poésie dans l'acte sexuel lui-même, dans le coït, mais c'est là qu'elle se construit. Et donc elle va se construire avec de la conscience et aussi avec un autre élément qui me paraît très important. Bon, je suis pas le seul à en parler, c'est le ralentissement. C'est-à-dire de prendre son temps, de respirer ensemble, de ralentir. Dès qu'on ralentit, on met de la conscience. Et donc, et ça, je l'ai beaucoup travaillé en tant que thérapeute de couple, avec les couples qui venaient me voir, où je leur proposais dans mon cabinet des exercices très simples, voilà, juste de se regarder, où je peux dire, voilà, aller vers l'autre qui est là. Ben, ok, bon, ben, j'y vais. Non, non, mais maintenant, refaites la même chose, mais prenez 10 fois plus de temps. Et là, dès qu'on met du ralentissement, il y a de la conscience. Les 2 sont intimement liés. Et je crois que la poésie dans la sexualité, c'est une prise en compte de cette conscience et de ce ralentissement. Déjà, dès qu'il y a ça, il y a quelque chose qui se met en place et à ce moment-là, la caresse peut arriver. Et quand la caresse arrive, la poème. J'ai hâte de la prochaine soirée slow. Je dois dire, je veux réhabiliter le slow. Oui, tout à fait. Alain, avant de se dire à bientôt, je te propose qu'ici, dans ce studio, chacun s'installe de nouveau dans son espace intime. Nous prenons le temps de nous inspirer depuis nos intérieurs, à l'écoute de nos dedans. Et je vais te poser quelques questions. Je te propose d'y répondre par association libre, comme ça vient. Alain, à quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité? Le matin. Principalement le matin. En quoi ton coquelicot est-il une force? Il est une force parce qu'il me permet la rencontre avec moi-même et la rencontre avec des espaces intérieurs que je n'ai pas encore fini de découvrir. C'est quoi ces super pouvoirs? Le pouvoir de l'élévation. Je pense que ces super pouvoirs, c'est quelque chose qui nous permet de nous élever, d'être au-dessus, de regarder avec une distance bienveillante. Quels sont les mots qui t'ont le plus touché pendant ce temps de partage? Le mot qui m'a le plus touché, c'est un mot qu'on n'a pas prononcé. C'est le mot amour. Coquelicot, tu ressens quoi, toi? Douceur, fluidité, légèreté. À présent ancré en toi, relié aux autres coquelicots, avec quoi tu repars? Avec l'envie de danser. À très bientôt pour un nouvel épisode de Coquelicot. Coquelicot, je nous trouve très beaux.